Bonjour tout le monde et bienvenue à notre deuxième webinaire sur l'automatisation. Merci beaucoup de participer à notre projet. Aujourd'hui, le deuxième sujet, les lignes de soudage et nettoyage automatisé. On va aborder aussi là, le pré-perçage de quincaillerie dans cette même ligne d'automatisation. La raison qui nous apporte à parler de ça aujourd'hui, c'est beaucoup que dans les derniers temps, j'ai eu beaucoup de questionnements qui m'est venu par rapport aux lignes on va dire le mot pass-through, c'est le terme qu'on utilise dans le domaine beaucoup. Puis il y a beaucoup de désinformation à ce niveau-là, à savoir qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut pas faire, autre naturellement que le soudage et le nettoyage. C'est pour ça que j'ai décidé là, d'utiliser ça aujourd'hui comme sujet. J'ai la chance d'avoir avec moi aujourd'hui Alexis Waddell, directeur général de chez Rabel Quincaillerie. Alexis, de quoi tu vas nous parler? Merci Martin. Comme j'ai dit, c'est un dream come true. Donc aujourd'hui, essentiellement, ce que je veux parler, c'est un peu les observations, les tendances que l'on voit au niveau de la quincaillerie, les innovations qu'on voit. Oui, la quincaillerie n'est pas un marché qui est hyper innovateur essentiellement, mais il y a quand même des choses qu'on voit apparaître là. Donc, je vais essayer de vous donner l'information sur ce qu'on constate en espérant que ça puisse vous aiguiller, vous aider à ce niveau-là. Donc, pour ceux qui avaient participé à notre premier webinaire, vous allez voir que la plateforme qu'on utilise aujourd'hui est différente un petit peu. La raison pour laquelle on a décidé de changer de plateforme, c'est qu'on avait eu un problème avec la haute définition de l'image. Donc, je pense qu'au niveau des layouts, des photos qu'on utilisait, c'était plus ou moins clair. Donc, on a décidé de changer de plateforme. La nouvelle plateforme nous permet aujourd'hui de vous envoyer des questions pendant la présentation. Fait que vous allez peut-être voir à certains moments, là, pas peut-être, en fait, vous allez voir à certains moments des petites questions popper à votre écran que vous allez pouvoir cliquer votre réponse. On a des choix de réponse établis. Ce serait bien si vous pouvez juste nous participer, puis ça va nous donner un feedback de l'information qu'on vous donne pendant la présentation. Je vous laisse sur un petit vidéo explicatif de comment poser vos questions en attendant qu'on se prépare. Merci. Donc, aujourd'hui, on va commencer avec les lignes de soudage et de nettoyage automatisé. Beaucoup de questions, comme j'ai dit dans l'introduction à ce sujet-là qui me viennent dernièrement. Les raisons pour lesquelles que nos clients font appel à nous pour ouvrir les discussions beaucoup. Le manque de main-d'œuvre avec la situation actuelle, ça s'est juste empiré. C'était déjà pas très bon avant. On a beaucoup de questions aussi au niveau de la qualité du travail. De la productivité, donc un peu le output qu'on est capable de faire avec les lignes que vous avez présentement. Sécurité des travailleurs. Puis un élément très important aussi, ça va être au niveau de l'ergonomie d'usine. Pour ce qui est vraiment au niveau des avantages qu'on va parler, on va parler beaucoup de rapidité d'opération. On va parler de réduction de la manutention. Donc, la réduction de la manutention va par défaut aussi affecter la main-d'œuvre. Donc, on va voir une réduction de la main-d'œuvre. Puis, on parle beaucoup là, de tâches en temps masqué, que encore une fois, ça l'enlève des manutentions, ça l'enlève de la main-d'œuvre dans vos usines en passant à ces modes automatisés-là. Donc, pour commencer, on vous envoie la première question. La première question, c'est comment séparez-vous votre ligne de production? Est-ce que vous séparez vos produits par battant ou coulissant, ou est-ce que vous séparez par cadre ou volet, ou les deux?
Vous pouvez peut-être que certains d'entre vous aussi là, ont une seule ligne de production, donc juste cliquer les deux par le fait même. Là, je viens de réaliser que j'ai oublié une option de réponse, mais c'est pas plus grave que ça. Donc, on a à l'écran ici une idée de layout. Le premier, celui du haut, on parle d'un layout pour faire des cadres. Puis celui du bas, c'est pour faire des volets. C'est vraiment juste une idée de grandeur. On va vous envoyer ce document-là, que vous allez pouvoir le consulter. Il y a des grandeurs de marquer dessus, mais sachez que c'est vraiment tout, ça peut être changé, adapté à votre usine. Là, on parle dans ce cas-là là, d'une soudeuse de 4 mètres par 3 mètres pour le cadre, puis de 3 mètres par 2 mètres pour le volet. C'est un peu un standard qu'on soumissionne dernièrement, que c'est la demande des clients qui fait en sorte qu'on arrivait avec ces modèles-là. Ce que je vais faire, donc, je vais passer étape par étape les possibilités qu'on est capable de faire à ce niveau-là. Donc, première étape, naturellement, on parle du soudage. Deuxième question qu'on va vous envoyer, soudez-vous présentement à la verticale ou à l'horizontale? Les grosses différences au niveau de verticale et l'horizontale, naturellement, vont être qu'à la verticale, on va avoir un gain d'espace dans notre usine, mais j'aime beaucoup débattre ce gain-là parce que souvent, on doit déplacer la fenêtre soudée après. Puis on se trouve à se créer un espace de travail qui est aussi grand que si on avait une soudeuse à l'horizontale. Le net avantage de travailler à l'horizontale, bien naturellement, c'est qu'on est capable d'automatiser la décharge vers une ligne automatisée là, pour le nettoyage. Donc, après ça, les éléments qu'on peut parler, c'est au niveau de soudeuse conventionnelle versus soudeuse haute vitesse. Dernièrement, on parle presque uniquement de soudeuse haute vitesse. Donc, quand je parle de haute vitesse, c'est qu'on va parler d'un temps de cycle qui va être aux alentours de 1 minute versus de 2 minutes avec une soudeuse conventionnelle. Mais il y a beaucoup d'autres avantages d'aller vers une soudeuse haute vitesse que juste le temps de travail. Puis la différence de prix, naturellement, n'est pas non plus le double du prix parce que j'ai le double de la production. Donc, c'est un autre élément qui est bon à tenir en compte au niveau de votre investissement. Le premier élément à regarder, c'est au niveau du triphasage. Le triphasage, ce que je veux dire, c'est la dimension de votre pièce. Donc, le meilleur exemple que je peux donner, que j'ai peut-être déjà parlé avec vous, j'utilise toujours le même exemple, c'est de dire que je veux faire un carré qui a 1000 par 1000. On va couper une pièce à 1006, on va fondre de chaque côté 3 mm pour arriver à notre carré de 1000 par 1000. Ce qui se passe dans les faits réels, c'est qu'aujourd'hui, Maxi m'a coupé des pièces à 1007 toute la journée ou à 1005. Toutes les bonnes raisons sont là pour dire que j'ai pas toujours des pièces de la bonne longueur. L'avantage d'une soudeuse qui est haute vitesse, c'est qu'elle est servo-contrôlée. Donc, à la base, quand on met la pièce dans la machine vient prendre une lecture de la mesure de la pièce. Donc, si je reprends mon exemple, qu'on a 1007, la machine va automatiquement prendre en charge de fondre 3,5 mm de chaque côté pour arriver à mon 1000 par 1000 final. Donc, à ce niveau-là, le net avantage va être au niveau de votre assemblage, quand vous allez arriver pour mettre le volet dans le cadre, votre thermo dans le volet, votre meneau dans le cadre, etc. Vous pouvez penser à beaucoup de différents éléments là, qui pourraient venir en compte, qui pourraient expliquer des reprises de production qui vont être éliminées par le fait d'arriver avec une soudeuse qui a la précision totale d'arriver toujours à la mesure demandée. Donc, l'autre élément aussi à prendre en charge, c'est que si on a une mesure parfaite au niveau du soudage, puis qu'on rentre dans un corner cleaner qui nettoie deux côtés à la fois, bien, on est sûr de l'alignement de notre corner cleaner. Le nettoyage va se faire. Donc, si la machine, je donne un exemple, je suis supposé d'avoir mon 1000 de dimension, mais à cause que j'ai coupé trop court aujourd'hui, j'ai une pièce qui a 999, mais je peux arriver puis avoir un problème à mon nettoyage que les coins ne seront pas alignés parce que la machine pense qu'elle a une pièce de 1000 mm dedans. Autre élément important à penser,
au niveau des soudeuses, c'est qu'on est capable d'utiliser les données que cette prise de mesure-là va nous donner pour faire autre chose. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on est capable d'envoyer une liste de coupes en live à une scie. Exemple, couper les parts closes. Donc, je soude mon volet, je viens prendre mes mesures dedans par un système de probe qui me dit encore mon 1000 par 1000. Donc, ma part close devrait avoir 990, par exemple. Là. J'ai des chiffres qui vont me donner la capacité de toujours avoir ma part close qui est mesurée d'avance pour mon assemblage final. Je pourrais utiliser le même principe avec votre aluminium pour l'hybride. Je pourrais utiliser le même principe avec vos meneaux. Pour les cadres, je pourrais utiliser ça dans le soufflage, par exemple. Donc, au niveau, là, on commence à rentrer un petit peu avec ça dans l'univers du 4.0. On serait capable aussi là, de sortir des données à la fin de la journée, de dire, par exemple, aujourd'hui, on a coupé trop fort toute la journée, on a coupé trop faible toute la journée, ou j'ai des différences avec quand je change de famille, il y en a qui sont trop forts, il y en a qui sont trop courts, etc. Il y a une possibilité d'information qui est présente à ce niveau-là. Donc ça, c'est la première étape de mon layout, qui est la soudeuse. La deuxième étape, qui est la table de repos. Donc, on peut avoir deux principes ici. On pourrait simplement avoir une table de repos, que la pièce, la raison pour laquelle on veut une table de repos, c'est qu'on ne veut pas que la pièce qui vient juste d'être soudée rentre tout de suite dans le nettoyeur de coin. On doit avoir un repos pour laisser le matériel se refroidir un petit peu pour avoir une meilleure qualité de nettoyage. Avec les dernières années, ce qu'on a développé chez Rotox, c'est d'être capable d'utiliser ce temps-là. Donc, tantôt, on parlait de temps masqué, par exemple. Au niveau de cette table-là, je vais vous donner des exemples bien simples. Je soude des cadres battants ou des cadres coulissants guillotine. Je serais capable de venir pré-percer mon cadre pour recevoir les meneaux. Le net avantage à ce niveau-là, c'est que premièrement, c'est un temps masqué. Deuxièmement, on a un carré qui est déjà soudé, qui est déjà à la bonne mesure, et on vient le percer une fois soudé au lieu de le faire avant ou d'essayer de le faire après avec une conception de jig, mais que ça va être un côté à la fois. Là, on est vraiment dans une machine, la pièce est cadrée, est tenue à la bonne position, on vient pré-percer le meneau, donc on est sûr que quand on va arriver au niveau de l'assemblage, à la fin, que notre meneau va vraiment là, être directement à la bonne mesure. Donc, le meneau va bien rentrer dans le cadre. Puis après ça, mon volet va bien rentrer dans ma nouvelle ouverture. Est-ce que c'est un fixe qu'on va rentrer peut-être un thermo directement dedans? On va vraiment s'assurer qu'on a tous les éléments en place pour avoir une mesure exacte. Dans le volet, Simon, si tu peux me prêter la fenêtre. Donc, volet battant, c'est le seul exemple que j'ai aujourd'hui à vous montrer. Ce qu'on est capable de faire au niveau de cette table-là, c'est de venir positionner le keep. Remonte dans mes notes. Oui, merci. Donc, le keeper, la gâche et les trous pour le guide de tirant, communément appelé les snubbers. En fait, c'est les keepers, snubbers, je me trompe tout le temps. Donc, on est capable de le faire, ces trous-là, préposition. On serait également capable de venir faire, dépendant de votre extrudeur, des positionnements de clips pour des volets fixes. Qui serait clippé là, dans un cadre pour faire un fixe au lieu d'un ouvrant. C'est des choses qu'on serait capable de venir percer. Donc, on est capable de travailler à l'extérieur des pièces et dans le sens dans le sens parallèle à la ligne de travail. On ne serait pas capable de venir travailler sur les deux côtés qui ne sont pas dans le sens de travail de la ligne, pour des raisons simples que la table doit être capable de s'ajuster aux différentes grandeurs des pièces qui passent dedans. Après ça, on va passer au nettoyeur de coin. Donc, nettoyeur de coin,
Bon, naturellement, le premier élément que je dois dire, c'est que avec les technologies qu'on est rendues aujourd'hui, on est capable de vous garantir un nettoyage à 100%. Donc, ça veut dire, j'élimine mes employés qui ont un couteau dans les mains. Donc, faites les calculs comme que vous voulez. Ça fait des employés de moins, ça fait des employés qui sont moins dans une situation de pouvoir se blesser également. Puis ça fait aussi une meilleure qualité de travail. Donc, la qualité de travail qu'on va avoir va être la même sur toutes nos fenêtres versus si j'ai Simon ou Alexis que les deux nettoient chacun leur coin à la main, bien, ils vont naturellement avec un couteau dans les mains. Je ne peux pas m'attendre à ce qu'ils fassent exactement le même travail. Après ça, ben, je peux risquer avec un couteau, soit de me blesser ou de graffiner une fenêtre. On parle de reprise, on parle de beaucoup de temps qui est sauvé à ce niveau-là. Après ça, les autres temps qu'on est capable d'aller chercher en achetant un corner cleaner pass-through, de type pass-through, c'est qu'on va être capable d'aller faire de la préposition de quincaillerie également. Donc, quand on parle d'un volet battant que j'ai encore ici, on va être capable de venir poser pré-percer les rails. J'ai dit poser, mais on parle vraiment de pré-percer. On ne pose pas la quincaillerie, on vient juste la localiser. Donc, ce qui est équerre de coin, dans le fond, tous les travails qui vont être faits qui sont à une certaine distance qu'on va dire qui est proche du coin. Donc, c'est pour ça qu'on ne fait pas dans le corner cleaner, exemple, le snubber qui est en plein milieu parce que les têtes ils ne seront pas capables d'aller le chercher. Ça, on va le faire sur la ligne avant. On va être capable de le faire dans le nettoyeur de coin. Après ça, si on tombe dans les volets coulissants, guillotine, on va être capable de faire la barre de pivot, on va être capable de faire les loquets, ces opérations-là qu'on va faire en temps masqué, encore une fois, pendant le nettoyage. On va être capable de suivre la cadence de la ligne. L'important ici, c'est vraiment là, que chaque étape prenne environ le même temps pour être capable de garder un flot d'usine qui est en continu. Une petite question comme ça qu'on va vous poser, c'est est-ce que vous nettoyez encore à la main après votre corner cleaner? D'après moi, j'ai la réponse. Donc, oui, non. Ou le troisième choix de réponse, ne m'en parle pas, je suis plus capable d'avoir des employés avec un couteau dans les mains. Donc, on passe à la prochaine. Au niveau de, retour sur investissement. C'est souvent la question qui nous vient en tête parce que quand on parle d'une ligne pass-through, naturellement, là, on parle d'un investissement qui est plus majeur que quand on parle de juste des machines en stand-alone. Mais souvent, quand on met tous les éléments en place, on réalise que le retour sur investissement, exemple, de 1 million de dollars peut se faire plus rapidement que l'investissement de 500 000. Pourquoi? Parce qu'on a plus d'éléments qui viennent repayer notre investissement. Donc, si on rentabilise 1 million de dollars plus rapidement que 500 000 dollars, bien, imaginez qu'après les années, mais c'est un profit que vous faites de plus. Donc, les éléments importants à garder en tête à ce niveau-là, j'en ai mentionné plusieurs. Donc, moins de main-d'œuvre, le nettoyage à la main, les différentes stations de travail qu'on est capable d'éliminer, toute la pose de quincaillerie qui est simplifiée, que les employés n'ont pas besoin de sortir des gauges pour mesurer, les employés qui n'ont pas besoin de regarder sur leur feuille à savoir si c'est un volet ouvrant gauche ou un volet ouvrant droite, parce que les trous sont déjà posés, sont déjà percés dans la fenêtre. On vient qu'à sauver à coût de quelques secondes toutes les opérations qu'on va faire dans une journée. Fait que le calcul de ça, pour nous, chez JSA, c'est un petit peu difficile de vous dire c'est quoi exactement que vous sauvez, mais c'est en faisant le tour de votre usine, vous allez rapidement voir les avantages qu'une solution comme ça pourrait apporter chez vous. Accélération du processus de soudage aussi. Naturellement, on parle d'une soudeuse haute vitesse. On va être capable d'aller chercher une meilleure production. Puis, encore une fois, moins d'erreurs, une meilleure qualité. Il y a énormément de manières de calculer là, le retour sur l'investissement à ce niveau-là. Après ça, je vous ai mis à l'écran c'est un layout
des fois, on va dire oui, mais j'ai pas besoin de souder un morceau à toutes les minutes, de sortir un morceau à toutes les minutes parce que ma production est pas aussi grosse que ça. Il y a d'autres possibilités d'automatisation qui vont venir en compte. Donc ici, ce qu'on voit, c'est qu'on a une soudeuse, on a une table de transfert bien simple. On serait capable, comme sur le premier layout, d'avoir une table qui vient faire des perçages de keeper, snubber, meneaux dans nos fenêtres pour aller sauver du temps en arrière. Mais on a un nettoyeur de coin qui est capable qui a une table de rotation. Et avec ça, on va aller chercher un output d'environ 200 à 240 carrés soudés, nettoyés dans une journée. Fait que c'est quand même un bon potentiel pour l'équipement comme ça. On laisse une soudeuse haute vitesse quand même pour le niveau de la qualité d'opération qu'on est capable d'aller chercher dessus. Donc, c'est une idée là, de dire qu'on downgrade un petit peu. Puis la raison pourquoi je vous montre ça aussi, c'est que on commence à parler de l'automatisation après les lignes de soudage, nettoyage. Donc, avec une possibilité comme ça qu'on a à l'écran, là, on a un déchargement qui pourrait se faire automatiquement. Puis, si on veut rêver un petit peu grand, là, on regarde un petit peu ce layout-là ici, que à gauche tout, on a les lignes de soudage. Après ça, on tombe dans des magasins, on tombe dans des tables qui transfèrent les pièces de une à l'autre, donc les employés qui bougent jamais de leur station de travail, qu'on respecte le flow d'usine, on respecte le temps de travail à chaque étape. Bien, là, c'est une solution à grand volume que je vous montre présentement, mais avec le Corner Cleaner une tête que je vous montrais ici, on serait capable d'avoir un système d'automatisation après la ligne de soudage-nettoyage. Donc, il y a autant de possibilités qu'il y a de fabricants de fenêtres. Il s'agit juste de bien évaluer les temps de travail qu'on a à respecter chez vous. Donc, on passe à la série de questions. Je ne sais pas si on a des questions présentement. On a des questions. Premièrement, on a Jordan qui demande si j'ai une barre de 1007 et une barre de 1006, est-ce que ça se corrige? Oui. Donc, ce qui arriverait dans la machine, c'est en fait la machine elle prend la mesure des 4 pièces. Donc, je pourrais là, carrément avoir une 1005, une 1006, une 1007, une 1008. Puis la machine, les coins sont tous servo-contrôlés, donc vont vraiment aller chercher la mesure exacte de fonte qu'on a besoin. La seule chose qui va arriver dans ce cas-là, c'est que, par exemple, si j'aurais une mesure là, vraiment une exagération, on a fait le test déjà avec Rotox, si on aurait un quart de pouce trop long, la machine elle va juste prendre plus de temps pour bien fondre le matériel avant d'aller faire la jonction, mais ça va jamais forcer contre le mécanisme de la machine, ça va juste apporter la pièce à sa position par la fonte. Parfait. Deuxième question, à quelle vitesse un cadre ou un volet sort au bout de la ligne pass-through? Volet, on va parler d'environ de 60, je dirais 55 à 65 secondes, dépendant des opérations qu'on va faire dessus. Donc, si on pense à un volet battant là, qui a plusieurs keepers, snubbers à positionner dessus, ça ralentit un petit peu, on va frôler le 65 secondes. Au niveau du cadre, on va varier beaucoup. Parce qu'il y a différentes opérations qui doivent être faites au niveau du nettoyage. Donc, si on pense à un cadre très simple, on va être aux alentours de 60 secondes. Puis avec un cadre, on va dire un coulissant double avec moulure à briques intégrée, là, on va plus être dans les alentours là, du 80 secondes pour aller faire les opérations de nettoyage dessus pour s'assurer là, que le nettoyage y est bon. Fait qu'il y a une petite variation à ça, mais on est quand même loin devant là, au niveau là, de ce qui se faisait avant, là, surtout si on passe d'un nettoyeur de 2 coins, qu'on va être dans les alentours normalement de, je dirais, une minute par côté, plus le temps de tourner la pièce. Donc, on va être dans quasiment 2 minutes et demie. Là, donc, on a quasiment une minute de sauver sur ce principe-là. Merci. Faites-vous le nettoyage du coin de soufflage à 90 degrés dans le cadre?
Oui, c'est juste une option de nettoyage. On pourrait mettre une clé si si on rentre dans un corner cleaner qui est manuel, on met une clé que l'opérateur doit activer comme un F1, F2, ou sinon, ben, si c'est sur le code barre ou si on parle d'une ligne pass-through, ben, l'information est donnée là, de machine en machine pour faire le bon machinage. Donc, on pourrait ouvrir le coin ou non, dépendant de c'est quoi vous avez à faire après là, dans votre famille de produits. OK. Philippe, est-ce que c'est, pour votre question, est-ce que c'est ce layout-là que vous parlez? Si vous pouvez me répondre. La question, en attendant, Martin, c'est l'aménagement précédent, on parle d'un layout qui a été montré. Est-ce qu'on peut faire des carrés dans un quart de 8 heures? Peut-être combien qu'on peut faire de carrés dans un quart de 8 heures. Donc, je vais mettre des layouts à l'écran, là, excusez. Avec les layouts comme ça, on parle d'environ 400 carrés dans un quart de 8 heures. On a 480 minutes, on enlève un 15-20% de votre employé qui prend une gorgée d'eau, qui va aux toilettes, etc. Dans la journée, changement de jig, il peut y avoir plusieurs éléments. On aime ça garder à 80%. On va parler d'environ 400. Dans ce cas-là, on va parler d'environ 200 à 240 dans la journée, parce qu'on parle de 2 minutes par coin. Donc, 240 serait maximiser le corner cleaner. On compterait pas dans ce cas-là les changements de jig parce que les changements de jig, la soudeuse roulerait plus vite que le corner cleaner. Donc, les changements de jig tomberaient un peu en temps masqué dans la journée à ce niveau-là. On pourrait avoir le même principe que ça, mais avec un corner cleaner 2 têtes qui nettoie, mais que ce serait un opérateur physique qui serait devant la machine au lieu d'une table de rotation. Même budget, même output, parce que le corner cleaner 2 têtes, c'est un 2 axes et non un 4 axes, comme que c'est là. Donc, pour ceux qui savent pas la différence 2 axes, 4 axes, 2 axes, on nettoie le bas de la fenêtre, ensuite le haut de la fenêtre, tandis que le 4 axes, on travaille simultanément les deux, donc on travaille beaucoup plus vite au niveau du nettoyage. La seule avantage que je verrais d'avoir un nettoyeur 2 têtes versus un 4 têtes. J'ai vu chez un client que l'opérateur de la machine posait les cales à thermo pendant le nettoyage des 2 autres coins. Donc, utilisait un temps masqué avec un opérateur pour faire ça lance une idée en l'air de l'opération qui pourrait être faite à ce niveau-là. On a Marc-André qui demande est-ce qu'il y a un autocollant qui sort à la fin pour donner les informations de coupe de composantes? On pourrait, dans le fond, ce que j'ai parlé un petit peu plus tôt, c'est d'envoyer une liste de coupes à une machine, je vais dire Tiger Stop là, parce que tout le monde connaît ça, là, mais Rotox a une butée comme ça qu'on est capable de contrôler par une liste de coupes. Après ça, d'être capable de faire un autocollant. Je me suis jamais fait poser la question, mais il s'agit de langage informatique. Donc, on pourrait dire plugger une imprimante au nettoyeur de coin, que le nettoyeur de coin enverrait une liste d'autocollants. Donc, j'aurais tendance à dire oui, c'est possible, mais on est capable d'aller un petit peu plus loin que ça, de pas créer d'autocollants, puis de vraiment créer une liste de coupes directement à ce niveau-là. Marc-André, je te reviendrai avec l'information. Là, je vais poser la question de comment c'est possible, mais rendu là, c'est une communication informatique, fait que je verrai pas de problème à créer ça. Ce qu'on est capable de faire aussi, c'est par exemple au niveau de la coupe, on serait capable d'avoir une imprimante laser qui est imprimée sur les barres directement, un code barre qui pourrait être utilisé à différentes étapes de production. Fait qu'il s'agit juste que les machines se parlent ensemble après. OK. Rapidement, une dernière question. Est-ce qu'il existe des options pour la coupe de PVC, soit l'opération avant la soudure afin d'optimiser le PVC au maximum et la mode? Merci, good job les boys.
Oui, il y a de l'automatisation qui se fait au niveau de la coupe. Naturellement, on est capable d'automatiser, de mettre de la pose, du pré-perçage de quincaillerie au niveau de la coupe. Dans le cas de la présentation d'aujourd'hui, ce qu'on essayait de faire, c'est de montrer ce qu'on est capable d'enlever justement de la coupe et de mettre sur la ligne pour que ce soit en temps masqué. Parce que les solutions de la coupe vont toujours être très bonnes, sauf que à chaque opération qu'on vient faire, on vient ajouter du temps d'usinage à notre coupe. Donc, l'idée derrière ça est très bonne parce qu'on fait un peu une station de travail seulement au lieu de différentes stations, d'aller mettre sur la scie, mais on vient pas travailler en temps masqué versus ce que j'ai présenté aujourd'hui. Mais la coupe va définitivement faire partie de nos prochains sujets de webinaire. Je sais pas si ça va être mon prochain sujet encore. On n'a pas décidé, tranché, ça va être quoi le prochain, mais ça va être dans les 2 prochains certainement. Là, donc, soit en novembre ou en janvier, on va parler de la coupe à ce niveau-là. Fait que je vous laisse sur un petit vidéo présentation du nouveau site web de Quincaillerie Rabel pendant qu'Alexis se prépare pour sa partie. Merci beaucoup. Oui, ben bonjour. Ben tout d'abord, effectivement, good job, les gars. Martin, super présentation, vraiment intéressant comme information, même si je ne fais pas de production, j'ai trouvé ça intéressant. Donc, essentiellement, merci Martin, GSA, son équipe aussi, de nous avoir invités à faire une capsule au niveau de la quincaillerie. C'est un beau projet de l'ensemble des séminaires au cours de l'année. Donc, je suis directeur général chez Quincaillerie Rabel. On est un distributeur de quincaillerie là, depuis 20 ans, situé à Terrebonne. On fête d'ailleurs nos 20e anniversaire cette année. On a choisi notre année pour que notre party ne nous coûte pas très cher, en fait. Donc, essentiellement, pour ceux qui ne connaîtraient pas, on fait de la distribution quincaillerie, que ce soit Interlock, Ashland, Caldwell, Vision, Acme. On a également au niveau commercial avec Fapim, avec Caldwell, notre propre gamme de produits également qu'on commence à développer au niveau des coffres foam pour les portes, magnétiques, compression, du Technoform au niveau des intercalaires aussi. Donc, essentiellement, quand Martin m'a demandé de faire une capsule sur la quincaillerie, on a eu j'ai dit oui immédiatement. Par la suite, je me suis rendu compte qu'au niveau de la quincaillerie, c'est pas nécessairement un secteur où l'innovation est spectaculaire, surtout en Amérique du Nord, étant donné qu'on a un système qui est rotatif, alors qu'ailleurs dans le monde, on a un système qui est souvent différent au niveau de l'ouverture. Donc, ce que je vais faire, c'est on a quand même dénoté des tendances, des observations à force de faire des salons en Europe, en Amérique du Nord, partout. Donc, je vais vous dresser un portrait des différentes catégories de produits et ce qu'on voit de nouveau et ce qu'on voit aussi, ce qui arrive également. Donc, c'est ça. Donc, on a vraiment une recherche pour des produits qui sont différenciateurs, innovateurs, durables et performants. Et les 4 tendances principales qu'on va voir au niveau, si tu peux changer, s'il te plaît, Simon. Donc, évidemment, c'est des unités qui sont de plus en plus imposantes, donc en termes de dimension, en termes de poids également, qu'on voit dans les dernières années arriver. Des standards de performance également qui sont toujours en croissance, que ce soit au niveau performance, au niveau d'Energy-Star, au niveau aussi des classes AW, au niveau des performances de la quincaillerie. Une demande plus variée au niveau du design, au niveau des couleurs. Et également, là, c'est encore de niche, mais c'est quand même ce qu'on voit. Donc, tout ce qui est automatisation, les produits connectés, les produits sans contact. Si on commence avec la portion fenêtre à battant, donc, comme je disais, en Amérique du Nord, on a un système qui est rotatif, alors qu'ailleurs dans le monde, on a vraiment un système qui est plus de battant en française, de scie au battant.
Donc, peut-être qu'au niveau de l'innovation, ça vient avoir un impact aussi parce que peut-être en termes de grosseur de marché, c'est moins développé à ce niveau-là. Ce qu'on remarque, c'est vraiment une tendance, encore une fois, au niveau de la capacité de la quincaillerie. C'est-à-dire qu'historiquement, je prends l'exemple des pentures, on avait des pentures qui supportaient 84 livres ou 96 livres, on tombait dans des pentures vraiment performantes. Aujourd'hui, on a des pentures, exemple avec Interlock, qui permet d'atteindre 148 livres de capacité. Donc, on vient augmenter de 50% la capacité de charge au niveau des pentures. Même chose au niveau du cyclage. On voit ici là, qu'on a fait des tests qui nous permettent d'aller jusqu'à 32 000 cycles versus historiquement qu'on visait le 8 000 cycles. Pas qu'on va ouvrir la fenêtre 32 000 fois dans sa durée de vie nécessairement, mais inévitablement, le volet étant plus gros, plus imposant, mais plus d'usure ou demande plus de performance à la quincaillerie. Donc, c'est pour ça qu'on essaie d'avoir une conception qui permet ce type de cyclage-là. Au niveau de l'ajustabilité aussi, vraiment une demande au niveau de systèmes qui vont permettre de venir rendre l'opération de la fenêtre plus simple, plus douce, plus c'est lourd, encore une fois, plus il y a de force demandée. Donc, avoir des barres d'attache, des systèmes de barrure qui vont permettre un ajustement de chacun des points de barrure ou des systèmes de roulement au moment de la fermeture qui va venir faciliter la recherche du coin supérieur, par exemple, lorsqu'on a une dimension de volet plus important. C'est quelque chose qui est intéressant à regarder au niveau du quincaillerie battant. Niveau design et couleurs, depuis quelques années, vraiment un transfert vers un style qui était plus colonial, arrondi, vers un style carré, contemporain, minimaliste. Donc, encore une fois, lorsqu'on fait une recherche d'un fournisseur de quincaillerie, ça peut être intéressant de s'assurer d'avoir des choix de design différents avec des choix de couleurs également. Donc, juste pour donner un exemple, ici, on a Interlock qui fournit, que ce soit la version là, face à vous, donc à gauche, pour vous, donc la version Nova, Nova Slim, Vesta et la Vesta Z qui sort cette année. On voit qu'il y a une progression au niveau des courbes et au niveau du design, donc vraiment plus un look carré, minimaliste. Au niveau de la couleur aussi, donc l'idée du contraste de matériel, donc un look métallique avec du PVC, un look métallique avec du bois ou des couleurs intérieures aussi. Un petit tour d'horizon de ce que j'ai vu sur le site là, du GlassBuild Connect. Évidemment, il n'y a pas de salon cette année, donc on essaie de faire ça en ligne. Donc, GlassBuild en ce moment, si vous êtes curieux d'aller voir, des produits qui sont annoncés, qui touchent à notre domaine, à nos types de produits. On a le système Pegasus ici qui permet une opération, une ouverture en une seule opération. On a la gamme de produits Max qui va venir permettre justement, qui a été développée pour des charges, des capacités plus lourdes. On a Roto également que j'ai mis pour montrer qu'eux aussi se dirigent vers des looks contemporains. On a le Phantom ici qui vient essentiellement condenser dans un seul endroit deux opérations qui est l'ouverture et la fermeture, la barrure de la fenêtre. Et même chose avec le Omni de Caldwell qui vient faire avec un seul mouvement l'opération d'ouvrir et de barrer la fenêtre. Guillotine, fenêtre de guillotine, essentiellement, le Québec, notre distinction versus plein d'autres choses qu'on est différent. Au Québec, le marché est principalement constitué de 80% de fenêtres à battant, alors qu'aux États-Unis, c'est le contraire. Donc, il va y avoir un marché qui va être beaucoup plus dominant au niveau guillotine, ce qui amène peut-être un peu moins pas d'innovation, en fait, mais plus de... C'est peut-être pas une priorité qui est mise chez les fabricants ici au Québec d'avoir le dernier développement au niveau produit. Si on voit la première image, c'est le modèle standard traditionnel où le ressort est fixé à la rencontre et où le patin voyage avec le volet. Le modèle qui a pris le dessus aux États-Unis et qui est plus vendu maintenant que l'ancienne version, c'est celui qu'on appelle le modèle inversé. Ici, on a le modèle Roller Tilt de Caldwell où puis avec le petit dessin, on peut voir également, là, pour essayer de le figurer, c'est que le modèle inversé va venir dérouler le long du PVC, alors que le modèle traditionnel, le ressort glissait. Donc, ça créait de la friction, donc plus de bruit, mais également plus de friction, ce qu'on veut éviter si on veut avoir une opération qui est simple. Le système inversé permet de venir corriger ça. Et ce que ça permet de faire, si on regarde le tableau à la prochaine slide, essentiellement, ça nous permet d'obtenir une balance qui va atteindre la classe 3.
C'est pas quelque chose qui est extrêmement connu, mais il y a 6 classes au niveau de la AMA pour la performance des systèmes de quincaillerie pour les fenêtres guillotines. Et chaque fois qu'on change de classe, on vient augmenter la capacité du système à vous assister dans l'opération de la fenêtre. Donc, typiquement, classe 2, c'est-à-dire que votre balance vient supporter 40 % d'impression de levée du volet. Lorsqu'on passe à une classe 3, c'est 25 % supérieur à la capacité de soutenir. Donc, on passe d'une assistance à 50 %, mais en tout cas, 10 % sur 40, 25 % que c'est de là. Donc, ça vient vraiment faire un changement au niveau de l'impression de levée du volet. C'est vraiment intéressant comme possibilité. Même chose, on est dans les tendances de volets plus importants, plus imposants. Donc, on n'est pas rendu avec des cassettes simples capables d'atteindre le 11 livres dans certains systèmes. Capacité maximale, qui a encore quelques années, c'était un volet maximum de 60 livres. On est rendu avec une capacité de 80 livres. Évidemment, il faut que la concession de la fenêtre soit faite pour être en mesure de supporter ce genre de charge-là lorsque le volet est pivoté, mais on a la capacité de se rendre à 80 livres. Et aussi l'idée de, c'est pas une quincaillerie où on a de l'automatisation, évidemment, mais on essaie de venir enlever les opérations en usine, donc offrir des options préassemblées. Un deuxième, le crochet déjà installé, les assemblages doubles, triples déjà installés dans la boîte, donc juste à prendre et déposer dans le cadre de la fenêtre. Ça, c'était pour ce qui était force constante. Spirale, on va voir la même chose, une tendance vers des systèmes qui permettent d'atteindre jusqu'à 130 livres, voire le Ranger Ultimate, qui est un produit de Caldwell, mais principalement vendu en Angleterre ou en Europe, permet d'atteindre des volets de guillotine jusqu'à 200 livres. Donc, c'est assez important comme capacité. Une autre petite tendance une grande tendance qu'on voit, mais petite composante, la barrure automatique. Donc, le traditionnel barrure qu'on avait historiquement fait place de plus en plus à la barrure automatique, comme on voit ici là, avec la barrure d'interlock. Porte coulissante, même tendance, c'est-à-dire une explosion dans l'offre, dans les options, mais c'est les mêmes défis en termes de poids, en termes de dimension. Que ce soit la patio, la lift and slide, la tilt and slide parallèle. C'est toutes des options qui sont offertes maintenant dans le marché. Pour vous donner une idée, là, au niveau des dimensions qui sont de plus en plus imposantes, on est rendu à créer des roulettes, en fait, quadruples, qui sont capables de venir supporter chacune 1100 livres. C'est-à-dire qu'une paire de 2 assemblages de roulettes, comme celle qu'on voit à l'écran ici, permet l'équivalent de supporter la charge d'un Chevrolet Silverado. Donc, on est vraiment dans des limites de poids vraiment incroyables. Évidemment, ça va avec une concession qui va être faite aux alentours de ce type de quincaillerie-là, parce que chaque roulette va avoir jusqu'à 3 pouces de diamètre. Donc, c'est sûr qu'il faut que la porte soit conçue en conséquence. Mais ça donne une idée vers où on s'en va au niveau des possibilités. Par contre, même au niveau d'une porte standard, on pourrait se retrouver, pas on pourrait, on a des fabricants qui utilisent présentement ce type de roulette-là. Et celle qu'on voit ici à l'écran, c'est la Hockey Roller de Fapim. Donc, 300-350 livres et plus de capacité quand même. Un casing qui est en polyamide au niveau du transfert thermique, au niveau de matériel qui est inerte, donc qui réagit très bien, très solide. Les roulettes, ce sont des roulettes qui vont être machinées au lieu d'être moulées, donc on vient éviter d'avoir des lignes de moule. Encore une fois, dans l'idée de venir faciliter le roulement de la porte, puisque une porte de 350 livres, il faut que ça soit facile à opérer pour différentes clientèles, enfants, personnes âgées par exemple. Et même le roulement à billes de ce type de produit-là qui est fabriqué en Italie, on a le roulement à billes standard, mais avec une qualité d'acier inoxydable de très bonne qualité. Mais on a également la roulette du haut, où on voit qu'on a un système cylindrique, ou needle qu'on appelle en fait, qui amène encore un meilleur roulement. Rapidement, look au niveau des poignées, même chose, que ce soit la série Crest d'Interlock ou signature d'Amesbury Truth. Vous voyez un look contemporain, plus carré. Donc, on voit la même tendance à ce niveau-là. Marché de niche en Amérique du Nord, mais beaucoup moins en Europe, le lift and slide. Ici, on voit la Luce de Fapim, donc c'est des quincailleries qu'on va voir de plus en plus aussi au niveau des portes coulissantes. Et porte pliante aussi, une nouvelle catégorie de produits pour nous chez Rabel. Là. Donc, on a Caldwell de Bifold, donc porte pliante ou accordéon, encore une fois, un marché
que je connais moins, mais sachez que c'est ça, c'est une quincaillerie qui est présente et qui est disponible. Donc, si vous avez des questions, ça va me faire plaisir de vous accompagner dans ce processus-là. Quincaillerie commerciale, aussi une grande tendance. On représente une compagnie FAPIM depuis maintenant 5-6 ans et on a vraiment vu une croissance de cette demande-là dans le marché. Donc, c'est une quincaillerie qui va fonctionner avec des systèmes plutôt en aluminium où il va y avoir une groove qu'on appelle la Eurogroove à l'intérieur. Par contre, il y a des systèmes, il y a des nouvelles plateformes qui existent dans le marché. Je sais qu'Énergie a développé une plateforme où on a aluminium, un quart en PVC, de l'aluminium, et où on a la présence d'un Eurogroove qui permet l'utilisation d'une quincaillerie. Et cette quincaillerie-là permet, si on passe à l'autre acétate, là, c'est des systèmes d'oxyobâtants, absolument, donc ouverture vers l'intérieur, mais des capacités de charge vraiment importantes, là. On a des 130 kg, ou si on va dans la version penture cachée, qui est la Magicube de FAPIM, on peut monter jusqu'à 180 kg. Donc, on parle vraiment de fenêtres, là, donc de monstres en termes de capacité de charge. C'est ce que permet la quincaillerie là, européenne à ce niveau-là. La quincaillerie s'adapte également au marché nord-américain, c'est-à-dire que traditionnellement, on a une tendance, nous, à ouvrir les fenêtres vers l'extérieur. Donc, il y a le FAPIM Out qui a été développé qui permet à une seule opération d'ouvrir vers l'extérieur avec une limitation au niveau de l'ouverture par contre, mais ça répond à certaines demandes, certains marchés. Donc, ça a été développé en conséquence, toujours avec des looks de quincaillerie qui est plus carré, plus contemporain. Coupe-froid, je l'ai mis parce que, bon, flexibilité au niveau des coupe-froids aussi, exemple fibre, où on a la présence de plusieurs options au niveau du backing, options au niveau du nombre de fins. On peut avoir du 1 fin, on peut avoir du 3 fins. Donc, ça, c'est les membranes là, qui sont insérées dans le coupe-froid. On va même jusqu'à 5 fins. Au niveau du coex à la droite, on ne le voit peut-être pas, mais au lieu d'être un co-extrusion à parois simple, c'est une co-extrusion microcellulaire, c'est-à-dire que c'est fourmé, cellule fermée. Donc, ça vient amener d'autres caractéristiques, d'autres possibilités avec ce produit-là. Finalement, automatisation, c'est un peu le sujet au départ. Puis, j'ai oublié de dire aussi que la quincaillerie commerciale européenne est une quincaillerie qui est beaucoup plus facile à automatiser avec la machinerie, exemple que présente là, JSA. Donc, c'est une quincaillerie qui est faite en ce sens pour être plus facilement automatisable. Au niveau de l'automatisation, beaucoup plus présent en Europe présentement, mais on a des produits qui se développent tranquillement ici aussi. Exemple, Ingenuity, le DreamView de Caldwell qui va venir faire une opération des portes coulissantes de manière automatique avec détecteur de mouvement, avec télécommande ou avec mural également pour s'assurer qu'on puisse ouvrir les portes de manière simple pour un enfant ou peu importe, là, si on a quelque chose à transporter à l'extérieur, par exemple. L'interlock élévation aussi qui vont venir permettre d'opérer des fenêtres en hauteur et qui peut être connecté à un détecteur de pluie pour assurer que la fenêtre se ferme automatiquement s'il se met à pleuvoir. Des choses qu'on voit beaucoup plus en Europe, c'est des portes et des fenêtres qui sont connectées, donc qui sont reliées au système domotique de la maison. Je prends par exemple les produits de K-Line qui vont permettre en tout temps à un particulier de savoir si ses fenêtres, si ses portes sont fermées ou barrées. Et Velux, qui est probablement plus connu aussi en Amérique du Nord, qui permet d'actionner des fenêtres à distance à partir de fenêtres qui sont connectées à des applications. Donc, essentiellement, ça fait le tour un peu de ce qu'on voit comme nouvelle tendance. Si jamais il y a des questions, je suis disponible. OK. Voici les questions qu'on a reçues pour Alexis. Que penses-tu de la tendance de l'utilisation de l'acier inoxydable que l'on voit depuis quelques années? Effectivement, l'acier inoxydable de plus en plus, pas de plus en plus, il y a eu une tendance vers l'utilisation de l'acier inoxydable au point de vue marketing, je dirais, mais aussi au niveau des propriétés de l'acier inoxydable. Donc, c'est encore une utilisation qu'on voit très fréquente.
l'utilisation de l'acier tout court aussi ou d'autres types de matériel est pertinent dans le cadre où la capacité de charge est possible et plus importante avec d'autres types de types peinturés. Puis on se rend compte qu'il y a des performances très bonnes aussi au niveau d'un système qui serait peinturé. Mais rendu là, c'est deux matériels qui fonctionnent très bien. C'est essentiellement stainless steel, beaucoup plus au niveau des zones côtières où il y a là, à ce moment-là, vraiment une nécessité d'avoir un système en acier inoxydable. Parfait. Et les systèmes européens peuvent-ils être appliqués sur des fenêtres en PVC? Oui, absolument. Il y a des systèmes qui existent de quincaillerie qui vont s'adapter à des systèmes en PVC qui sont conçus pour. Encore une fois, là, rapidement même, je crois qu'Énergie a un système qui permet l'utilisation d'une quincaillerie. Nous, on n'a pas de quincaillerie qui s'adresse à ce marché-là précisément. Ça va pas avoir les mêmes capacités de charge, par contre. C'est sûr qu'une quincaillerie commerciale pour l'aluminium va avoir une capacité de charge plus importante. Et également, ce n'est pas la même groove. Donc, les deux vont porter le nom souvent de Eurogroove, mais la Eurogroove pour le PVC versus l'aluminium ne sont pas la même. Donc, une quincaillerie ne fonctionnera pas nécessairement avec les deux systèmes. All right. Bon, premièrement, merci beaucoup à Alexis de s'être prêté au jeu, de participer à nos webinaires. C'est toujours un petit peu stressant là, d'être devant une foule ou simplement une caméra. Fait que merci beaucoup ainsi qu'à Quincaillerie Rabel là, d'avoir participé. Merci naturellement à vous de participer à nos webinaires. Merci beaucoup de la très bonne participation aujourd'hui. Il y a eu beaucoup de questions. Si on n'a pas eu le temps peut-être de répondre à toutes les questions, mais on vous relance dès aujourd'hui là, pour s'assurer qu'on a vraiment passé toutes les questions. Des fois, là, peut-être de tomber là, dans le plus concret pour vous, pour votre production. On peut se planifier une petite visite, un petit rendez-vous pour donner suite à l'information qu'on a reçue aujourd'hui. Pour vous remercier de votre participation, on a aujourd'hui un petit prix de présence vu qu'on est à l'automne qui s'en vient d'un grand pas au Québec. Les produits du terroir, on a décidé là, de faire tirer un coffret prestige produit du terroir que je n'ai pas en main parce que j'attends de savoir qui va gagner pour le commander dans la bonne région. Naturellement, je ne veux pas faire envoyer un produit de Montréal à cette île ou vice-versa. Donc, Alexis, me ferais-tu l'honneur de piger un nom? Absolument. Ça, c'est tout régulé. Par la firme Deloitte et Touche. OK. Non, peut-tu changer? On est en direct. On est en direct, OK. Ouais. Ah. Non, le gagnant, Éric Beauchemin de chez Roberge. Donc, on a bien fait de ne pas acheter un produit à Montréal parce que Roberge est en Abitibi. Donc, on va communiquer avec toi, Éric, pour voilà, la firme Deloitte et Touche. Oui, c'est ça, c'est le contrôle qualité ici. Contrôle qualité. Donc, merci beaucoup de votre participation. Restez à l'affût. On va bientôt vous annoncer la prochaine date, le prochain sujet. La raison pour laquelle je n'ai pas choisi encore mon sujet, c'est que j'essaie de coordonner l'événement avec Fenestration Canada, le Winddoor Marketplace. Je veux voir avec eux si c'est possible de joindre nos deux événements ensemble ou si je vais faire l'événement soit avant ou après. Puis de là, je vais être capable de choisir mon sujet, là, si on va parler d'automatisation en général ou si je vais être capable de me choisir un sujet un petit peu plus précis. Mais dans les prochains sujets qu'il va y avoir à venir, on va parler de l'avant-soudage, donc coupe, les préparations pour les quincailleries là, qui se font pas sur la ligne de soudage comme qu'on a parlé aujourd'hui. On va parler aussi de l'automatisation du après la ligne de soudage, comme le gros layout que je vous ai lancé tantôt en forme de tease un petit peu. On va aller un petit peu plus en profondeur de ce sujet-là, de savoir qu'est-ce qu'on est capable de faire. Aussi, système de rangement de thermos, glass sorting en bon québécois. Qu'est-ce qu'on est capable de faire à ce niveau-là, d'emmener les thermos à différents endroits de votre ligne de production de manière automatisée. Fait que ça va être un des prochains sujets qu'on va aborder. Puis on va continuer dans l'année là, de rouler des sujets comme ça environ une fois tous les 2 mois. Donc, restez à l'affût
vos emails, vos LinkedIn, etc. Merci beaucoup de votre participation. Et puis, si vous voulez revoir la vidéo, naturellement, il va être en ligne dans les prochaines heures que vous allez pouvoir revoir l'information et nous relancer avec vos meilleures questions. Merci beaucoup. Bonne journée. Merci.